on va voir ensemble une fleur qu'on voit très souvent dans les films, dans les séries. Et en principe, c'est des plantes qui sont énormes et monstrueuses. Aujourd'hui, on va parler des plantes carnivores. Alors, est-ce qu'en vrai, elles ont cette taille-là, les plantes carnivores? Non, en vrai, c'est quand même beaucoup plus petit parce que là, elles pourraient manger la plante. Alors, on va vous montrer, on va s'approcher un petit peu et on va vous montrer quelle taille elles ont en vrai, les plantes carnivores. Alors, vous voyez, là, c'est un petit extrait de ce qu'on peut vous montrer. On va débuter ici. D'accord? Donc, vous voyez, tout ça, on va le voir ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a plein de petites feuilles, on a un peu d'eau. Et de cet autre côté, on a des grands tubes. Donc ça, on va prendre le temps, tous ensemble, de voir qu'est-ce qu'il en est. Alors, déjà, on va revenir sur le principe. Je vous ai dit, c'est des plantes carnivores. Mais qu'est-ce que ça veut dire carnivore? Quand on parle d'un animal carnivore, on va parler d'un lion, on va parler d'un loup, mais est-ce que ces plantes-là, elles pourraient manger un mouton en entier ou même un steak? Je ne pense pas. Ces plantes-là, elles sont plutôt capables de manger des petits insectes volants comme des abeilles, des petites grenouilles si elles en ont l'occasion, des escargots ou même des fourmis quand elles tombent dans le piège. Est-ce qu'elles pourraient manger un poisson? Les poissons, non, parce qu'on va les trouver dans les rivières ou dans la mer. Donc, ce n'est pas des endroits où on peut trouver les plantes carnivores. Alors, si on essaie un petit peu d'expliquer ce principe. Alors, approchez-vous, venez avec moi. Donc, pourquoi les plantes, ici, on les appelle carnivores? Donc, vous voyez, donc, il y a beaucoup de plantes, beaucoup de feuilles. Elles sont dans un milieu, elles ont leurs racines dans un milieu qui est très pauvre. La terre, elle est très, très pauvre. Et vous avez déjà entendu parler que c'est une manière pour les plantes de se nourrir. Donc elles n'ont pas de bouche et pas d'estomac comme nous. Pour se nourrir, elles font une partie par les racines. Donc là, les racines, ce n'est pas suffisant. Elles n'en récupèrent pas suffisamment de nourriture par les racines. Donc elles ont inventé le principe de la carnivorie. Alors, ici, on va s'attarder sur quelques petites plantes et on va voir comment elles fonctionnent. Alors, vous voyez ce petit massif ici de plantes, c'est toutes les mêmes. On appelle ça des Drosera. Alors, comment ces Drosera, elles peuvent marcher? Si on s'attarde un petit peu, vous devez voir sur ces grandes feuilles des gouttelettes. Alors, est-ce que c'est une pluie qui est tombée sur la plante? Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est des petites gouttelettes qui sont très collantes. Je vais vous faire une démonstration. Alors, je vais passer mon doigt sur cette feuille-là aussi. Regardez, je remue les doigts et vous voyez le collant entre mes doigts? Donc imaginez, moi ça m'a un petit peu collé les doigts. Imaginez qu'est-ce qui se passe quand c'est une mouche ou un petit insecte qui vient se poser. D'ailleurs, au bout de mon doigt, juste ici, il y a cette mouche qui s'est collée ce matin. Alors vous voyez ce qui va se passer, elle va se retrouver, vous avez déjà vu une mouche qui se retrouve coincée dans une toile d'araignée, plus elle se débat, plus elle va se retrouver coincée dans la toile. C'est le même principe ici avec cette plante. Imaginez-vous, vous êtes recouvert d'un sirop tout collant, vous aurez du mal à vous démêler les cheveux, vous serez complètement collé. C'est le même principe pour cette plante. Après, ces petits poils vont se refermer sur l'insecte et la feuille va s'enrouler sur elle-même. Et après, la plante, elle va digérer tranquillement son insecte. On va continuer. Regardez, je vous laisse un petit peu apprécier dans quoi là ces autres plantes elles vivent. On va changer. On ne va plus parler des Drosera, on va parler de ces très grands tubes ici, vous les voyez. On appelle ça Sarracenia. Donc c'est toujours un nom latin. Pourquoi? Parce que ça nous permet
de reconnaître ensemble, entre personnes qui aiment les plantes, botanistes, jardiniers, partout dans le monde, de quelle plante on parle. Donc si moi je parle de la Sarracenia, eh ben, on va savoir que je ne parle pas d'une autre plante, mais exclusivement de celle-ci. Donc si on revient sur le principe de la Sarracenia, je vous ai montré ces grands tubes. Donc qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de ces grands tubes? À l'ouverture, vous avez ici un petit chapeau. Alors c'est une plante, celle-là, ce n'est pas comme la Drosera, elle ne bouge pas. Ce chapeau n'est pas capable de se refermer. C'est une petite protection pour limiter l'entrée de la pluie dans le tube. Ce qui se passe, c'est que toutes ces plantes, elles mettent en place plein de systèmes pour récupérer les insectes. Ce qui se passe, c'est que nous, on ne peut pas le sentir parce qu'on n'a pas ce petit sens-là de perception. Mais pour un insecte, il faut savoir qu'ici, ça sent très très bon. Elle dégage alors des petites glandes qui sécrètent du nectar et ça sent extrêmement bon. C'est très difficile d'y résister pour un insecte. Donc l'insecte, enivré par ce parfum, va s'approcher du tube et une fois qu'il sera à l'intérieur sur le bord, on sent des petits poils et il va tomber dans le fond. Et une fois qu'il est à l'intérieur, tout est fait pour l'empêcher de remonter. On va trouver plein de petits poils qui sont orientés dans le sens inverse de la remontée avec un liquide assez gluant. Imaginez que vous remontez un toboggan très pentu à l'envers. Et bien, ça serait très difficile. Et bien, imaginez, c'est la même chose pour cet insecte. Et ces insectes-là, une fois qu'ils sont à l'intérieur, soit ils vont mourir d'épuisement, ou alors c'est possible qu'il y ait un petit peu d'eau au fond, et ils vont se retrouver noyés. Alors, on vous a, pour vous montrer, on a ouvert certains tubes de Sarracenia qui étaient fanés. Vous les avez sous les yeux. Alors, ce que vous pouvez voir, hein, c'est un petit peu dégoûtant ce qu'il y a à l'intérieur. La plante, elle n'a pas la possibilité de digérer tout l'insecte. Vous voyez ici, tout simplement, c'est une blatte qui est tombée dans le tube et on voit très bien son enveloppe. On voit très bien l'extérieur de l'insecte qui est très très dur et très difficile à dégrader. Donc la plante, elle en est incapable. Vous voyez ici, ça c'est un restant de festin de mouches. Ou encore dans la dernière, on peut voir un restant d'ailes. Donc les plantes ne sont pas capables de tout digérer. Il va rester à la fin les enveloppes les plus dures des insectes qui ne sont pas digérables. Donc on peut dire que la plante, elle va prendre le jus de l'insecte. Donc voilà comment ces petites plantes, elles fonctionnent. Ah, bonjour Coralie. Ah, bonjour Rémi. J'ai un Drosera, tu veux qu'on aille le planter dans la nouvelle serre? Eh bien oui, avec plaisir. Allez, venez. Allez, on y va. Donc vous voyez ici, c'est une toute nouvelle serre qui est encore en train d'être construite. On n'a pas terminé. Donc là, vous voyez, c'est vraiment le début. C'est pour ça qu'on a encore la possibilité d'y mettre des plantes. Mais vous aurez l'occasion de venir et de la voir par vous-même quand les serres auront ouvert. Alors ici, on est dans la région du Cap. La région du Cap, c'est en Afrique du Sud. Et donc même en Afrique du Sud, on peut retrouver des plantes carnivores. Alors la particularité ici, vous voyez, on n'est pas tout à fait dans les mêmes décors de tourbières. Vous voyez, on est dans un décor de montagnes, de roches. Et on va rencontrer un mélange de plantes étonnantes. On va retrouver des plantes succulentes. Donc dans certains endroits, ici, vous voyez, ici vous avez une plante succulente qu'on peut retrouver aussi dans les déserts, ou juste à côté des déserts. Et puis juste en bas de la falaise,
on retrouve des petits marécages, et dans ces marécages, il n'y a pas beaucoup de nourriture, et des plantes vont devenir carnivores. Vous voyez ici, à l'image, on voit un drosera qui est déjà installé dans cette nouvelle serre. Alors, on va en installer un nouveau. Alors, vous voyez, ce drosera, on a échangé des graines avec un botaniste d'Afrique du Sud. On l'a cultivé de longues années dans nos serres de collection. Maintenant, il est assez grand et assez fort pour être planté et être présenté au public. Alors, je vais l'installer ici. Il me reste encore une petite place. Vous voyez, ici, il n'y a plus de pierre. On est vraiment dans de la terre marécageuse, très humide, ce qui correspond bien à la culture du drosera. Je vais faire un trou, préparer son petit trou. Il faut quand même que je puisse l'installer correctement. Je vais le dépoter. Je vais faire attention parce que ça fait de nombreuses années qu'on le cultive. Ce serait dommage de l'abîmer. Ah, il était bien dans son pot, il n'a pas envie de venir. Voilà. Alors, bien lui préparer la place. Voilà. Voilà, donc je l'installe. Je lui serre bien un petit peu la motte pour pas qu'il tombe quand on va l'arroser. Et voilà, il est parti. Et bien maintenant, on va continuer à voir. On est ici. Donc, dans cette serre, on va vous montrer différents milieux dans lesquels peuvent pousser les plantes carnivores. Donc, vous avez vu tout à l'heure dans le petit bac, on a vu une drosera. Là, c'est encore une fois une drosera. Mais il y a d'autres sortes de plantes carnivores qui existent. En continuant, vous avez vu ici, c'est des plantes carnivores qui poussent sur de la roche. On va encore voir un nouveau milieu. Donc ce milieu-là, ça se passe en Australie. Vous pouvez trouver ce décor. Vous voyez? Donc là, on est encore sur un nouveau continent. Donc ce que vous voyez ici, c'est des petites plantes carnivores qu'on va dire forme bulbeuse. Donc vous voyez, ça change complètement du décor qu'on avait tout à l'heure. Là, on se demande comment les carnivores, elles peuvent pousser au milieu de branches. Donc là, elles trouvent leur chemin. Donc c'est sous forme de bulbes. Et elles sont adaptées à des zones qui sont plus sèches. Pourtant, tout à l'heure, je vous ai dit que elles poussaient dans des milieux qui étaient très riches en eau. Là, c'est l'inverse. Elles sont capables aussi de s'adapter à des milieux beaucoup plus secs. Vous voyez, celle-ci, elle a vraiment une très belle forme. On continue. Alors, ici, on change encore une fois de décor. On est toujours en Australie, mais cette fois-ci, on n'est plus au milieu de branches, on est au milieu du sable. Et comment ça se passe dans le sable? Ça peut paraître compliqué, il y a du vent qui arrive. Et bien, c'est des carnivores qui sont minuscules, toutes petites. On va vous les montrer, on va vous faire un petit point de vue dessus. Voilà, vous voyez la taille de l'étiquette? Je vais même vous montrer mon doigt. Hop, le voici. Vous voyez la taille de ces toutes petites carnivores par rapport à mon doigt. Mon doigt, il paraît énorme. Et donc là, c'est encore une autre forme de carnivore qui existe. Donc, ça ne se limite pas aux grandes bouches qu'on a dans les films. Il y a vraiment une très très grande diversité de carnivores. Donc là, on vous montre un petit peu pour que vous voyez bien les différents milieux. Et on se retrouve ici dans un milieu qui est plus connu.
Ça représente un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure, tout au début de l'émission. Là, on est sur ce qui est plus connu, c'est-à-dire une tourbière. Vous pouvez vous approcher, vous n'allez pas tomber dedans. Qu'est-ce qu'on va trouver dans une tourbière? Alors, vous voyez, on a une petite mare avec de l'eau. C'est comme un marais, c'est très vaseux. Il faut faire attention quand on va y marcher parce qu'on peut facilement tomber dans l'eau. On peut trouver des tourbières pas très loin de chez nous, dans les Vosges, notamment au pied des montagnes, et on peut aussi en trouver en Amérique du Nord. Donc on change complètement de climat par rapport à l'Australie. Si on s'attarde un petit peu sur quoi ces plantes carnivores, elles poussent, on va regarder un petit peu. Donc c'est de la terre qui donne son nom au milieu, c'est-à-dire de la tourbe. C'est ce qui explique que c'est un milieu qui est très pauvre. C'est pas une terre qui est riche. De la tourbe, ça peut s'acheter en magasin et c'est pas quelque chose, c'est pas de la terre très riche. Et on va trouver énormément de mousse. Et vous voyez, on revoit encore la petite flaque d'eau. C'est vraiment très très pauvre et très vaseux. Alors, qui adore ce milieu et se développe très facilement? On va retrouver ici un petit sarracénia que je vous ai présenté tout à l'heure, mais l'emblème de la tourbière. Vous vous souvenez de la grande plante carnivore qui était à côté de moi tout à l'heure? Et bien voilà la vraie plante, celle qui a fait son inspiration. On appelle cette plante la dionée. Alors, la dionée, comment ça fonctionne? Vous voyez, c'est vraiment celle des films qui font peur, hein. Elles sont toutes petites. Vous voyez, par rapport à mon doigt, c'est vraiment pas la taille qu'on peut imaginer. Comment ça marche? À l'intérieur d'une bouche, vous avez 3 petits poils. Ce qui va se passer, c'est qu'aussi un insecte, comme tout à l'heure, c'est très attirant pour lui d'aller à l'intérieur, grâce aux couleurs et aux odeurs. Il va aller se placer dans la bouche et en entrant, il va faire se courber les poils et ça va activer un mouvement mécanique de fermeture de la bouche. Alors ce que vous avez à l'entrée, ces petits cils, donc ce n'est pas des dents, ce n'est pas des parties qui aident pour mastiquer l'insecte, c'est juste comme celle-ci, vous voyez, quand ça se referme, ça garde l'insecte complètement piégé. Il ne peut pas s'échapper. Donc c'est des plantes qui poussent énormément dans ce milieu. Regardez, on en voit une petite touffe juste ici. Donc ça, c'est vraiment les plantes caractéristiques de ce milieu. Alors, ce n'est pas des plantes qu'on nous demande souvent qu'on a besoin de nourrir. On ne s'amuse pas à nourrir une à une toutes les plantes carnivores parce qu'on aurait énormément de travail. C'est des plantes qui n'ont pas besoin de manger très souvent. Quand elles arrivent à attraper une mouche, ça leur suffit pour très longtemps. Voilà, donc on n'a pas une personne attitrée au nourrissage des carnivores. Et si vous en avez à la maison, parce qu'on peut en trouver dans des jardineries, eh ben, il ne faut pas la nourrir non plus. Parce que comme je vous ai dit, c'est dans un milieu qui est très pauvre. Et si on la nourrit trop, eh ben, ça ne marche pas non plus. Elle aura trop à manger. On va continuer à voir quelques autres milieux. Je vous laisse un petit point de vue général de la tourbière. Comme ça, vous pourrez la retrouver quand vous viendrez et vous penserez à moi. On se retrouve ici dans un registre complètement différent. Vous voyez ici, je suis vraiment à côté de cailloux. Ça ne pousse plus du tout de la même manière. Dans la tourbière, on était sur une pousse horizontale et ici, on est sur une pousse verticale. Avec, vous voyez ici, la roche, elle est toute claire. C'est ce qu'on appelle du calcaire. Ici, si on devait situer, on est au Mexique. Donc vous voyez, avec nous, on voyage. Alors, comment elles sont, ces carnivores-là? Vous voyez, donc c'est sur de la roche calcaire. Vous voyez la blancheur? C'est des roches qui sont très friables, donc qui sont très fragiles. Et pourtant, dans les petits interstices entre les roches, les plantes carnivores qu'on appelle pinguilla arrivent à s'insérer entre les roches. Comment elles fonctionnent, celles-là? Alors,
regardez, on en a une encore. Vous avez les toutes petites devant vos yeux et vous avez les grandes. Vous avez des grandes au bout de mon doigt. Donc vous voyez, celle-là, elle a bien mangé. Vous voyez la taille des insectes par rapport à mon doigt. Donc là, il faut vous imaginer, c'est vraiment comme du scotch à mouche, hein. C'est tout petit poil très gluant. Toute la surface est très collante. Donc un insecte ne peut pas y résister. Et il se retrouve, comme tout à l'heure, complètement englué. Et ces fleurs, elles sont aussi, ces plantes, pardon, sont capables de faire des fleurs qui sont très colorées. Vous en avez vu une blanche, une rose. En bas, on peut en voir une violette. Voilà, donc là, c'est capable de faire des très belles fleurs. Sur les autres plantes carnivores, on a moins vu de fleurs. Donc les plantes carnivores, on les trouve quand même dans une grande diversité de milieux. Ce n'est pas juste ce qu'on a l'habitude de voir. Et ici, c'est le but de cette certe, c'est de vous les montrer un petit peu différemment. Si on avance encore un petit peu, on retombe sur une autre particularité. Alors vous voyez là, ici, cette roche, elle est noire. Il y a beaucoup d'eau, c'est au goutte à goutte. On a l'impression d'une petite cascade qui aurait plus d'eau. Il y a beaucoup de mousse, d'algues qui se développent. Mais on a une autre plante carnivore. C'est cette petite plante-là. Vous avez beau les chercher, vous ne les verrez jamais. Elles sont invisibles à l'œil nu. C'est pour ça qu'on vous a montré une petite photo ici. C'est ce qu'on appelle les utriculaires. Alors, les utriculaires, c'est comme des petites poches. Et à l'entrée de ces poches, vous avez des petits cils. Et eux, ils vont capter les mouvements de l'eau. C'est un piège qui est extrêmement rapide. Quand les petits cils vont détecter un mouvement dans l'eau, ça va entraîner, hop, d'un coup, un mouvement d'aspiration. Et c'est une quantité d'eau qui contient l'organisme qui va être aspirée. C'est vraiment le même principe qu'un aspirateur, mais en très rapide. C'est un piège qui se détecte, qui se met en place en 1/500e de seconde, ce qui est très rapide pour le règne végétal et même animal. Donc vous voyez, là, c'est encore une façon différente de se nourrir d'animaux. On en a plus souvent l'impression que c'est les animaux qui se nourrissent de plantes, mais ce n'est pas toujours le cas et on le voit avec les carnivores. Voilà, donc ici vous avez regroupé toutes les formes de plantes qui poussent au milieu des roches. Alors maintenant, moi Rémi, j'aimerais bien planter cette plante. On la met où, celle-ci? On ne peut pas la laisser ici, celle-là, Coralie. Regarde, elle vient de Bornéo. Bornéo, oui. Il fait chaud, oui. Il fait humide. Là, tu as vu, là, on est obligé d'avoir le petit blouson, là, il fait froid. Je vais te montrer où on va l'amener. Eh bien super, vous venez avec nous? Allez, on y va? Donc vous voyez ici, c'est encore une plante qui pousse dans un autre endroit. On va trouver des plantes carnivores partout dans le monde. Et ces plantes carnivores, elles vont avoir différents besoins. Des fois, des zones très sèches, au milieu de cailloux. Et ici, les Nepenthes, ça va être des besoins plus chauds, avec beaucoup plus d'eau. Alors, nous voici au royaume des Nepenthes. Alors, les Nepenthes, comment ça pousse? Regardez, j'en ai plein au-dessus de ma tête. Les Nepenthes, ici, c'est comme une grande liane qui serpente absolument partout. Elles serpentent partout. Vous voyez, là, dans cette installation, il y en a partout. Qu'est-ce qu'on peut avoir? La Nepenthes, elle va laisser pendre ces structures-là qu'on appelle des urnes. Vous voyez ici, on en a plusieurs. Alors moi, j'aimerais bien vous montrer une Nepenthes qui est très très grosse. Et comme ça, je vais vous montrer le principe. Alors, on cherche ensemble. Pour le moment, je vois que des feuilles. Toujours des feuilles. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Ah, je sens qu'on se rapproche du but. Ah, mais la voici. Elle est quand même belle, celle-là. Alors,
Regardez-moi cette belle népenthès. Elle a une autre taille que le petit pot qu'on vous a amené. Alors, comment ça marche une népenthès? Vous voyez ici, ça ressemble comme un gros vase. On appelle ça une urne. Et si je penche cette urne ou ce vase, qu'est-ce qu'on va avoir dedans? Hop, de l'eau qui coule. Je vais vous le refaire. Hop, on y va tout doucement pour pas trop abîmer la plante. Regardez l'eau qui coule. Hop, je la remets droit pour pas trop la déranger. Alors, comment elle marche cette plante-là? Là, c'est un système qui est différent de tout à l'heure. Il n'y a pas, comme l'a donné, un mouvement mécanique de la plante. Ici, tout se passe de manière passive. À l'intérieur, toujours pareil, ici, au niveau de l'entrée, vous vous souvenez, c'est très attirant pour les insectes. Ils ne peuvent pas résister au parfum. C'est vraiment que si vous sentiez un gâteau au chocolat et vous avez absolument envie de savoir d'où ça vient. Donc, ils vont se rapprocher, ils vont aller se poser au bord et on voit ici, c'est rainuré et glissant. Ils vont tomber à l'intérieur et qu'est-ce qu'on a vu à l'intérieur? Il y avait de l'eau. Donc, vous avez sûrement déjà vu un insecte qui tombe dans l'eau, surtout s'il est ailé. C'est très difficile pour lui de s'en sortir. Donc, il va se retrouver noyé dans l'urne et après, la népenthès, elle va pouvoir tranquillement digérer son insecte. Alors, dans cette serre, ce n'est pas la seule sorte de népenthès qu'on peut avoir. Si on cherche encore, on pourra trouver peut-être des népenthès un petit peu insolites. Approchez-vous, je vais vous montrer d'autres sortes de népenthès. Et donc tout à l'heure, je vous ai dit que les insectes se faisaient prendre au piège des népenthès, mais il y a d'autres animaux qui profitent de cette urne. Regardez cette petite grenouille là-bas. Alors cette petite grenouille, elle n'est pas du tout en danger. Elle va tranquillement se servir de la népenthès. Donc quand on voit ses petites pattes avec les petites ventouses, elle ne tombe pas dans l'urne, elle va rester sur le bord. Et qu'est-ce qui est super pour les grenouilles? C'est de trouver de l'eau. Donc elle est dans son milieu, c'est-à-dire de l'eau. Et en plus, elle est à l'abri. Donc ça, c'est une petite grenouille qui a tout compris. Alors regardez, moi je vois aussi une super belle népenthès. Comme je vous ai dit, la népenthès, c'est une liane. Et cette particularité lui permet de serpenter un petit peu partout. Et c'est pour ça que cette népenthès, elle s'est retrouvée couchée dans la mousse. Alors si on regarde, il y a d'autres animaux qui profitent des népenthès. Moi je vais vous montrer une position un petit peu insolite pour un mammifère. Mais regardez ce petit animal. Ce petit animal, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Eh bien, il se sert de la népenthès comme de toilette. Alors, quel est l'avantage pour l'un comme pour l'autre? Bon, pour le petit mammifère, c'est plutôt évident. Pour la népenthès, le but, c'est avec les déjections de l'animal, elle va les récupérer. Et c'est comme je vous ai dit au début, ça va lui permettre d'avoir des nutriments. Donc, c'est un moyen de récupérer de la nourriture sans se fatiguer. Une autre interaction entre les népenthès et les animaux, voici la dernière. Donc là, c'est la chauve-souris. Donc, comme vous le savez, les chauves-souris, elles vivent la nuit et elles dorment le jour. Donc, cette petite chauve-souris, elle regagne son abri pour la journée dans la népenthès. Elle ne va pas se retrouver noyée, mais c'est un moyen d'être à l'abri des prédateurs. Donc vous voyez, il y a plusieurs sortes d'interactions, il n'y a pas que la prédation. Et les népenthès sont vraiment très utiles pour d'autres animaux. Alors moi, je vais vous montrer encore d'autres sortes de népenthès très jolies. Vous en avez une ici. Regardez-moi cette népenthès, elle est toute tachetée. C'est pas banal. Donc vous voyez, il n'y a pas qu'une seule couleur. Pour les végétaux, il n'y a pas forcément que du vert partout. Et il n'y a pas forcément que les fleurs qui sont colorées.
Regardez, moi je vais vous montrer aussi, j'ai trouvé la népenthès parfaite pour Halloween. Regardez-moi cette super belle urne avec ses 2 crochets en dessous du chapeau. On dirait, on peut l'appeler la népenthès Dracula. Donc ça c'est très particulier et vous voyez il y a plein de formes de népenthès. C'est vraiment très varié. Et moi je vais vous remontrer pour que vous puissiez la voir un petit peu mieux. La népenthès du début, donc là ici c'est un milieu qui est plus adapté à elle. Donc vous voyez ici c'est des toutes petites urnes. Donc on joue sur différentes tailles. Vous voyez, entre la népenthès Dracula et celle-ci, elles sont beaucoup plus petites. Et là, elles sont toujours au milieu de la mousse. Et là, on peut la laisser là, dans un milieu qui est beaucoup plus adapté pour elle, c'est-à-dire chaud et humide. Voilà, donc on a vu ensemble les différentes sortes de plantes carnivores. Donc il y a plusieurs sortes de mécanismes, des mécanismes actifs, des mécanismes passifs. Vous avez des plantes carnivores qui vivent partout dans le monde. Et ces plantes carnivores, on peut les retrouver à différents endroits, dans des zones froides, des zones chaudes, et on peut les retrouver dans des tourbières ou au milieu de cailloux. Donc, les plantes carnivores, c'est beaucoup plus diversifié que ce qu'on peut penser. Voilà, une dernière petite vue sur la magnifique liane que vous pourrez retrouver à l'ouverture des serres. Donc ici, tout simplement, on est dans ce qu'on appelle la serre plantes et animaux. Et moi, je vous invite à revenir dès que les serres seront ouvertes pour voir les carnivores différemment par vous-même. Eh bien, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, revenez ici, même heure, c'est-à-dire 14h30. On va vous présenter un nouveau sujet, cette fois-ci beaucoup plus gourmand pour nous et pas pour les plantes. On va vous parler du chocolat. Et ben moi je vous souhaite un bon après-midi et à bientôt.